C'était un étrange exercice de... comment dire, voilà, de relecture un petit peu de tout ce qui s'est passé dans cette école aussi, à travers Joyce, et c'était vraiment franchement très impressionnant, en tout cas pour moi, je pense à l'être aussi, pour ceux qui ont participé au séminaire, et c'était aussi une espèce de... Puisque nous nous sommes vus, on se connaît pas beaucoup, c'est la deuxième fois qu'on parle. Nous sommes vus il y a quelques mois, en janvier, où j'ai découvert, en rencontrant un brillant, voilà, l'histoire joycienne de cette petite double, voilà, pas très loin d'ici, qui croise très fortement des hypothèses. Il faut quand même que je le dise pour beaucoup de gens qui ici ne peuvent pas le savoir, qui sont y compris en partie à l'origine du fait que Caroline et moi nous sommes installés ici. Et qui sont des hypothèses que nous avons développées dans Ars Industrialis à un moment donné sur la nécessité d'expérimenter la territorialité à nouveau frais, voilà. Compte tenu des réseaux numériques, etc. Et qui sont aussi au cœur du fait que, sur la proposition de Yves Dauge, qui est président de la Méditerranée et de son directeur Christophe Fournier, je me suis engagé dans quelque chose qui s'appelle les futurs de l'écrit, qui auront lieu au mois d'octobre. Le colloque aura lieu au mois d'octobre prochain, le 21 octobre, à Lourlac, qui est invité pour essayer de réinventer des politiques territoriales de l'esprit, à l'époque du territoire réticulé. Donc voilà, c'était en fait intervention d'une incroyable série de propositions à la fois axiomatiques, pratiques, poétiques, plastiques, sur lesquelles on va évidemment revenir en détail. Donc merci beaucoup. Et alors en plus, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que Adrien est intervenu dans un séminaire que faisait Franck Cormeret à l'Université de Nantes, Franck avec qui je travaille, mais je ne savais pas qu'Adrien connaissait Franck, etc. Voilà. C'est quand même assez étonnant. Franck s'est enragé tout à l'heure. Bon, qui veut la parole? Peut-être Franck, veux-tu la parole? Laurent. Alors, merci parce que cette conférence, c'était d'une brillance, voire même presque, on fait l'impression qu'on surfait avec une sorte, non pas d'irrévérence, mais d'acuité totale, à l'image de tous les grands que vous avez cités. Et justement, j'allais vous poser une question. Est-ce que vous avez remarqué comme notre critique de notre société littéraire, la permanence des formes irrationnelles, soit dans les milieux littéraires, soit dans les milieux irrationnels, soit dans les milieux littéraires, soit dans les milieux de pouvoir ou des élites. Sans tomber dans la folie du complot. Tout à l'heure, on parlait des dérégulations. Il semble bien que très tôt, il y ait eu, en dépit des formes de cartésianisme appliquées aux méthodes de calcul du capitalisme, toujours des proximités très étonnantes. Dès le 19e, on le sait, les mouvements socialistes ont toujours été très proches, effectivement, sinon de sectes, du moins de gens qui pratiquaient l'occultisme ou qui pratiquaient les formes de spiritisme, on va dire le mot. Ouais. Sans parler de Victor Hugo, par exemple, on le sait, là c'est plus peut-être par rapport au décès de sa fille qui serait tombé, mais en attendant quand même, Victor Hugo étant une sorte de parangon de nombreux penseurs socialistes, c'est clair que ça fondait déjà un peu ce mouvement. Et régionalement, ça rebondit aussi. C'est-à-dire que, là encore, régionalement, on est dans Allier, Bourbonnais, Berry. Il y a toujours eu, populairement, des formes d'occultisme populaire, certes, mais qui sont ancrées dans la forêt de Tronçais, c'est pas brocéliande, mais quand même, il y a toujours des histoires qui reposent sur les formes de réalité. Et j'en viens encore une fois, à l'heure actuelle, je suis très étonné du fait que je suis issu d'une famille où il y a eu
malheureusement ou heureusement des PDG de très grosses sociétés multinationales, et dont mon oncle était PDG de Philips, une multinationale importante, et qui me parlait vraiment de réunions très étonnantes où des pratiques irrationnelles étaient établies. Et aussi dans les milieux politiques. C'est très étonnant de voir que ceux qui s'occupent de la res publica sont souvent soit sans parler de rites francs-maçons, qui ne sont pas très irrationnels pour tout dire, mais en attendant, très souvent, soit des médiums, soit, encore une fois, des choses peut-être moins factuelles, des groupes, sinon des sectes, du moins des groupes qui continuent à intégrer l'irrationnel dans la gestion. Alors quand ce sont des gens de très grands groupes, comme on sait qu'à l'heure actuelle on parle de l'irrationalité des calculateurs numériques pour vendre ou acheter sur les marchés à court terme, en ce moment on commence à en parler quand même. On explique que les calculateurs pourrait provoquer une crise sans que l'humain puisse intervenir. Et j'ai l'impression que donc on commence à comprendre cette forme d'irrationnel aussi puissante. Il n'empêche que je différencie bien. Mallarmé n'a rien à voir avec des formes de capitalisme extrêmement grégaire en voulant toujours faire de l'argent. Il n'empêche, cette permanence de l'irrationnel a été très souvent niée. Et ce que je voulais vous demander, c'est finalement, est-ce que quand vous parlez de Joyce comme une proposition d'un immense corps qui serait un peu comme je le disais tout à l'heure, on a des gravures, les premières gravures de l'Europe, ce sont des corps, des femmes, sur lesquels on a plaqué les pays. Encore une fois, cette géographie humaine, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous avez conscience de, encore une fois, c'est ce côté irrationnel dont on parle relativement peu dans les milieux, sinon autorisés, du moins institutionnels. Oui, d'abord sur le grand corps, je crois qu'on peut le référer assez précisément à ce que Philippe Descola, l'anthropologue, a rapporté à l'ontologie analogiste de l'Occident pré-rationnel. D'ailleurs, il y aurait toute une histoire à faire avec des mystiques néoplatoniciennes qui passeraient par le XVIe siècle, des arts de la mémoire, qui iraient jusqu'à Joyce, toute une tradition comme ça importante. Effectivement, ce grand corps, on en parlait à propos de Girard après hier, dans lequel on habite, quoi, qui est aussi une géographie corporalisée, c'est présent chez Hugo. C'est aussi un motif grotesque de la perception du paysage, l'idée d'un grand géant tombé dans le paysage. Là, moi ça m'intéresse beaucoup, et puis c'est des questions qui sont immédiatement artistiques. Sur l'irrationalisme, il faudrait parler beaucoup des superstitions de Joyce. Il était très superstitieux, et il avait une foi irrationnelle dans les coïncidences. Et là, il y aura un travail à faire avec l'idée de synchronicité chez Jung. Et sur le simultanéisme, là, j'en parlerai peut-être hors micro. J'ai un système d'alerte Google sur Joyce, et j'ai reçu, en fait, on avait parlé avec Patrick un petit peu, le soir même, je reçois une alerte disant je vous le lis, les salariés du pub The James Joyce à Reims ont alerté de la chute d'un morceau de cheminée du bâtiment voisin Le Bristol, un café faisant également hôtel. Ça m'a amusé parce que Patrick vit à Bristol. En ce moment, voilà, avec les alertes Google, il y a des productions on peut, avec le numérique, si on a un peu cette superstition-là, faire
je crois beaucoup à un système comme ça, batterie de mots-clés, alerte Google et puis arrangement rétrospectif. Non mais pour s'inventer des histoires. Voilà. Après sur le conglomérat hérité bourbonnais, moi je suis allé une fois chez un rebouteux. Une enquête m'intéresserait. Après comment oui. Ça m'intéresserait. Le spiritisme m'intéresse beaucoup aussi par rapport au... vous savez, il y a un art spirit intéressant où on perd des caractéristiques communes. J'aurais voulu montrer quelques images, mais je me suis dit vraiment, je vais dépasser. L'idée du message automatique. Aujourd'hui, on reçoit des messages automatiques. C'était le titre de l'article de Breton dans Minotaur, le message automatique. Voilà, les voix angéliques aussi, l'idée des voix angéliques, des choses qui peuvent peut-être par Hermès, on peut reprojeter dans la culture numérique ces fonds, ces conglomérats-là. On doit, je crois d'ailleurs, et Joyce peut nous aider à ça. C'est une question d'individuation dans la trilogie. Contraire, Ulysse, Finnegan's Wake. Je vois de l'individuation dans les deux premiers. On a Stephen qui s'individue et une co-individuation de Leopold Bloom et de Stephen dans Ulysse. Mais Finnegan's Wake, est-ce qu'il y a un individu? Est-ce que c'est juste seulement le flux? Qu'est-ce qu'on dit de ce sur Stephen dans Ulysse, Joyce disait des choses claires. Il disait Stephen, il abandonne Stephen, il dit Stephen ne peut plus se transformer. Stephen ne sent pas encore son corps. C'est pour ça que dans les grands schémas, à chaque épisode correspond à un organe. Vous savez, dans Ulysse, les 3 premiers épisodes de la télémachie qui correspondent à l'introduction de Stéphane Dédalus, celui du portrait, il n'y a pas d'organe. Pourquoi? Joyce répondait Stephen ne sent pas encore son corps. Je me suis bien posé la question de la co-individuation de Stephen et Bloom. Le problème, c'est que c'est une co-individuation minimale. C'est le problème c'est une question que je voulais poser à Bernard, un membre du séminaire. Il n'y a pas de transindividuation sans co-individuation. Il y a une co-individuation entre Bloom et entre le père et le fils, si adoptif, dans Ulysse. Mais elle passe par l'hypertexte. Elle passe par l'hypertexte parce que Stephen ne reste pas. Et Stephen part dans la nuit après, et Joyce l'abandonne. Je crois qu'il faut garder en tête que c'est aussi le fils, le Hamlet paralysé par ses fantômes, bloqué, qui a besoin du tout bloom, du blooming, et en quelque sorte, il y a une inversion père-fils. Là, la psychanalyse a fait ses preuves sur Joyce. Il faudrait. Finnegan's Wake, il y a évidemment tout ce système de grand corps qui apparaît, c'est Wicker, c'est Finn, c'est après, je connais trop mal le livre, c'est vraiment difficile pour moi, Finnegan's Wake. Je m'amuse des fois, mais je ne peux pas dire que je l'ai lu, bien sûr que non, mais que je le lis même. Le problème, et pour retrouver les concepts, c'est le problème de ce que Rabaté encore récemment appelait la dérive archétypale, du stéréotype à l'archétype. Et ce que Lacan disait, le glisse à l'inconscient collectif, Joyce. Moi, je considère Finnegan's Wake a priori comme moins réussi que Ulysses, mais bon, a priori. Voilà. Après, il y a une truc que j'ai pas dit, c'est il y a tout un travail d'histoire des idées à faire. Je voulais rappeler, il y a une synchronicité aussi, les trois grands livres qui marquent une date à la fois dans la théorie de l'écriture et dans la réception de Joyce. Dans la réception de Joyce, c'est La Galaxie Gutenberg de McLuhan. McLuhan qui disait on ne comprend rien à ce que j'écris si on ne connaît pas les symbolistes français et Joyce. Le village global, je crois que ça vient de Joyce. La Galaxie Gutenberg, Opéra Aperta de Umberto Eco, et puis l'introduction à Derrida, à l'origine de la géométrie. C'est tous les trois 1962. Je crois avoir découvert en vous lisant que c'était l'année de l'apparition du mot informatique.
Alors, il faudrait repartir de ça. Moi, je suis pas sûr d'avoir les épaules et puis même les possibilités matérielles. Puis faire une histoire qui à partir de 62, de la co-individuation, disons, théorie des systèmes d'écriture industriels, et puis théorie joycienne. Peut-être quelqu'un le fait, hein, vous savez, les études joyciennes. Voilà. Merci beaucoup.